enfants des grands aristocrates. Ouais. Bien entendu, ce n'est pas du tout une éducation qui soit ouverte à un très grand nombre. Mais vous voyez, il y a eu quelqu'un au XVIIIe siècle, chez nous, qui s'appelait Don Jacques Martin. C'était un bénédictin de l'abbaye de Saint-Maur et qui a écrit un livre sur la religion des Gaulois et qui est un livre extrêmement pénétrant. Parce que lui, il connaissait très bien le latin, le grec, mais aussi d'autres langues comme l'hébreu, etc. Et sa vaste culture, et puis sans doute son état lui-même, lui a permis de dire ceci. Dans la religion, il y a deux choses. La religion s'appuie toujours, dans l'Antiquité, bien entendu, puisque ce n'est pas une religion révélée, sur l'observation du mouvement des astres. Elle est d'abord savante. Et pour ensuite faire comprendre au peuple, eh bien, on invente de belles histoires avec des personnages qui sont les dieux. Et ça, c'est l'éducation. Donc, il faut bien voir que les druides, eh bien, ont comme première responsabilité de maintenir et peut-être d'accroître ce fonds scientifique. Je ne sais pas lequel de vous deux, également dans une interview, dit même qu'on pourrait les appeler, bien avant la lettre, des intellectuels ou des philosophes même. Des philosophes, oui, sûrement. Oui, certainement, oui, oui. Alors, ce sont des philosophes très particuliers. Il faut peut-être rappeler qu'on, dans l'Antiquité, notamment les auteurs grecs, les rapprochent sans cesse des pythagoriciens. Alors les pythagoriciens, évidemment, on a un peu oublié qui ils sont, donc ce sont les disciples de Pythagore, et ce sont surtout des intellectuels qui ont tenté, ou qui ont même pris le pouvoir en Grande Grèce, dans un certain nombre de cités, et qui pratiquaient une philosophie assez particulière pour l'Antiquité, qui est une philosophie de l'action. C'est-à-dire qu'ils ne concevaient pas leur activité philosophique comme purement intellectuelle, mais qui devait déboucher sur une meilleure société et un meilleur développement de l'individu. Au fond, une action un peu politique d'une certaine manière. D'ailleurs, d'une certaine manière aussi, ces rassemblements de druides dans la forêt des Carnutes, en plein centre de la Gaule, c'est presque un peu le Parlement, quand on vous lit, de l'époque. Et aussi, ils incarnaient l'unité, ou ils essayaient de réaliser l'unité des Gaulois. Et pourquoi ont-ils un jour disparu, justement? Est-ce que c'est pas pour cette raison? Pourquoi et quand? Parce que vous vous dites aussi, à un moment donné, qu'ils disparaissent avant, au fond, César, qu'il n'y a plus que quelques-uns qui existent, mais qu'avant même l'arrivée des Romains, ils ont disparu. Oui, bah c'est surtout César qui nous fait comprendre qu'ils ont disparu, puisque Christian Godino, tout à l'heure, a parlé de Diviciac. Diviciac est un compagnon de César, un guerrier, et à aucun moment, César lui-même n'indique qu'il est un druide. Or, on le sait par Cicéron, ce qui veut dire que ce druide ne se considérait plus comme druide. Il avait eu cette éducation, cette formation, mais il était devenu un homme politique. Et très certainement, à travers la figure de Diviciac, on a une idée de cette fin des druides, de leur transformation. C'est qu'effectivement, une partie de cette corporation des druides se lance dans la politique, comme les pythagoriciens l'avaient fait en Grande Grèce, et c'est le péril qui les attend, en quelque sorte. Alors, ils disparaissent de la Gaule, mais pas des mémoires, puisque pendant 20 siècles, ils ont inspiré des quantités de livres, des légendes et même au XXe siècle une bande dessinée que tout le monde connaît. Le secret du courage des Gaulois était une potion magique préparée par le druide Panoramix. C'est elle qui rendait les Gaulois invincibles, indestructibles et, de l'avis de César, intolérables. Astérix, à toi. Non, Obélix, pas toi. Tu sais très bien que tu es tombé dans la potion quand tu étais petit. Et voilà. Cul sec. Mais César, tant que ces Gaulois disposeront de cette potion... Exactement, cette satanée potion met en péril toute ma carrière. Tant que leur druide s'obstinera à concocter cette potion magique, toutes mes campagnes militaires resteront sans effet. Il nous suffira de capturer leur druide et de le jeter en pâture aux lions. On dit que les druides sont immortels. Alors pour être immortels, ils le sont en effet, car depuis 20 siècles, finalement, on n'a jamais cessé de parler d'eux, vous en parlez tous les deux, et de déformer aussi leur histoire. On l'a vu, les Romains les considéraient comme des barbares, c'était commode, comme ça justifiait leur conquête. Le christianisme aussi, évidemment, se méfie de ces païens. L'ancien régime monarchique ne les aime pas beaucoup. Il y a vraiment un purgatoire très long pour les druides, mais dès le 19e siècle, voilà qu'on commence à les réhabiliter, Christian Godino. Peut-être même avant, parce qu'il y a deux phénomènes qui vont se rejoindre. Le premier, c'est la découverte de certains monuments mégalithiques, et notamment les fameux de Stonehenge ou Karnak, les grands dolmens, les grands aliments, et ils sont interprétés comme des anciens temples.
Et il y a même un auteur anglais qui s'appelle Stockley qui les attribue nommément aux druides. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'en Angleterre vont naître un certain nombre de manifestations où on va venir observer le solstice d'été ou le solstice d'hiver, des choses comme cela, avec de grands défilés de personnes en robe blanche. Là, donc, on est au XVIIIe. Et le deuxième phénomène, c'est ce qu'on appelle le pré-romantisme, avec les poèmes d'un Écossais qui s'appelait Macpherson et qui a créé, de toutes pièces, un personnage dont il disait évidemment qu'il avait réellement existé et dont il aurait recueilli les poèmes dans les Landes par la tradition orale. Et c'est le fameux personnage d'Ossian qui a mis l'Europe entière sous son charme. Et Ossian, c'est à la fois un druide, un barde, un guerrier, et il va inspirer notamment Chateaubriand dans Les Martyrs. Et on aura, grâce au génie de Chateaubriand, disons, une espèce de fusion de toutes ces traditions. Mais est-ce que, là on est au XIXe siècle, est-ce que le druide, pour les gens qui les réhabilitent, c'est pas un peu l'incarnation du sentiment national, comme Vercingétorix, brusquement, ils ont rassemblé les Gaulois, c'est presque une existence d'une nation bien avant le mot. Bien sûr, tout cela va ensemble. Et le fait que ces monuments mégalithiques soient attribués aux druides renforce l'idée que nos ancêtres les plus anciens, ceux qui ont occupé le sol les premiers, ce sont les Gaulois. Et aujourd'hui, alors cette espèce de celtomania, je me tourne vers vous, Jean-Louis Bruno, vous êtes archéologue, mais vous avez bien vu que ça fascine les gens, et des idéologies d'ailleurs un peu douteuses de temps en temps. Est-ce qu'il faut la prendre au sérieux, ces druides d'aujourd'hui, du XXe ou du XXIe siècle? Il faut la prendre au sérieux en France, peut-être pas trop, parce que c'est une idéologie qui ne prend pas tellement, alors qu'effectivement, dans les pays anglo-saxons, ce mouvement qui est apparu, comme on vient de le dire, au XVIIIe siècle, a plus d'assises populaires. Néanmoins, il faut la prendre au sérieux quand même, parce qu'elle véhicule des idées, notamment sur la pureté de la race celtique, qui serait en quelque sorte un sous-produit de la race aryenne, qui sont quand même assez dangereuses. Et j'espère que nos travaux montrent que toutes ces idéologies n'ont pas grand-chose à voir avec la réalité. Vos travaux, je les rappelle, Jean-Louis Bruno, vous venez de publier Les druides, des philosophes chez les barbares aux éditions du Seuil. Et puis, Christian Goudineau, vous avez dirigé l'ouvrage Religion et société en Gaule aux éditions Errance, qui est le catalogue d'une exposition que je recommande chaleureusement, Partout Atis, la religion des Gaulois. Une exposition au musée gallo-romain de Lyon-Fourvière jusqu'au 7 janvier 2007. Vous avez pu entendre des extraits des films Vercingétorix, la légende du druide roi de Jacques Dorfman, Astérix et les Indiens de Gerhard Hahn, tous deux disponibles en DVD aux éditions Zone 2, ainsi que du film Le Seigneur de la guerre de Franklin Schaffner. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Alain Stam, Jean-Philippe Jeanne, Emmanuel Fournier, Claire Destacan, Franck Olivard et notre réalisatrice Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, une guerre meurtrière et oubliée qui commençait il y a 60 ans, la guerre civile en Grèce.